Imaginez être invité à déjeuner par votre PDG dans un restaurant luxueux, avec la promesse d'une grande annonce. Le serveur approche, les couverts scintillent sous la lumière tamisée. Mais ce que Mark a entendu ce jour-là a changé sa vie à jamais. Ce déjeuner n'était pas une célébration. C'était une trahison. Pourquoi le PDG ferait-il cela? Et comment Mark allait-il répondre à cette humiliation? Ce que personne n'avait prévu allait renverser toute l'entreprise. Mark Dupont, 38 ans, était l'incarnation même de la fidélité et du dévouement professionnel. Depuis plus d'une décennie, il avait gravité autour des ambitions de l'entreprise comme une planète fidèle à son étoile. Pas une seule fois, en 10 longues années, il n'avait compté ses heures. Pas une seule fois il n'avait priorisé sa propre vie personnelle au détriment de son travail. Il avait vu ses amis se marier, avoir des enfants, voyager, pendant que lui restait tard dans les bureaux silencieux, sous la lumière crue des néons, peaufinant des projets que parfois d'autres présentaient comme leur réussite. Pourtant, il ne s'était jamais plaint. Il croyait au mérite, au juste retour des choses. Il croyait que sa patience, son engagement, finirait par être reconnu. Il croyait qu'il n'y avait pas de plus grande fierté que de construire son futur pierre après pierre par l'effort sincère. Ce n'était pas par manque d'opportunités que Mark était resté. Plusieurs fois, de grandes entreprises rivales étaient venues toquer à sa porte. On lui avait offert plus d'argent, des postes plus prestigieux, une ascension plus rapide. Mais à chaque fois, Mark avait décliné. Non pas parce qu'il doutait de sa propre valeur, mais parce qu'il était animé par un attachement profond, une loyauté presque naïve envers son équipe, envers ses supérieurs, envers la vision qu'il pensait bâtir avec eux. Il avait cette croyance rare que, dans un monde de trahisons silencieuses, il était encore possible de réussir sans trahir ses principes. Alors, lorsque l'invitation du PDG lui parvint, soigneusement rédigée à la main et remise personnellement par son assistante, Mark sentit son cœur s'emballer. C'était la reconnaissance ultime. Le PDG, un homme réputé distant et exigeant, avait choisi Mark pour un déjeuner privé. Ce n'était pas anodin. Ce devait être le moment où tous ces sacrifices prendraient enfin leur sens. Dans les jours précédant ce déjeuner, Mark se surprit à rêver. Peut-être allait-il enfin recevoir ce poste de direction qu'il convoitait en silence, sans jamais oser le demander. Peut-être qu'enfin, il pourrait offrir à sa famille, qu'il avait si souvent reléguée au second plan, la vie qu'elle méritait. Il s'imaginait annoncer la bonne nouvelle à ses parents, eux qui avaient toujours cru en lui, à sa sœur, à ses amis qu'il avait vus se consumer lentement dans l'ombre. C'était plus qu'une promotion que Mark espérait. C'était la validation d'années de lutte discrète. C'était la promesse que la fidélité, dans ce monde cynique, pouvait encore être récompensée. Le jour venu, il avait choisi avec soin sa tenue, costume sombre, cravate sobre, chaussures impeccablement cirées. Chaque détail comptait. Chaque geste, chaque mot devait refléter la gratitude, l'humilité et la compétence. En traversant les portes vitrées du restaurant étoilé où le PDG l'attendait, Mark ressentait ce mélange de nervosité et d'excitation propre aux grandes bascules de la vie. Les couverts en argent étincelaient sous la lumière tamisée, les murmures des conversations feutrées flottaient dans la parfumée au bois de cèdre. Tout était parfait. Tout semblait annoncer un tournant heureux. Mais ce que Mark ignorait, c'était que ce déjeuner ne serait pas une célébration. Ce serait une exécution sociale, froide et préméditée. Derrière le sourire poli du PDG, derrière les formules de courtoisie, se cachait une sentence qu'il n'avait pas vu venir. Ce contraste déchirant entre les attentes lumineuses de Mark et la brutalité glaciale de ce qu'il allait subir, voilà ce qui allait marquer ce jour comme le plus sombre de sa carrière et peut-être de sa vie entière. L'instant où les rêves les plus sincères se fracassent contre les murailles de l'ambition crue des autres. L'instant où la fidélité devient faiblesse et la loyauté un fardeau que l'on jette par-dessus bord sans même un regard. Avant le déjeuner fatidique, des signes avant-coureurs s'étaient disséminés comme de petites pièces d'un puzzle que Mark, obnubilé par sa quête de réussite, n'avait jamais pris le temps de reconstituer. Ces moments furtifs, ces détails insignifiants à première vue, se révéleraient plus tard être des indices clairs de ce qui allait survenir. Comme une ombre qui se faufile dans un coin de la pièce, ils étaient là, présents, mais invisibles pour un homme concentré sur son avenir, ses projets, son ambition. Mark se souvint de cette première rencontre avec Tom. Ce jeune homme, élégant mais sans expérience, qui venait d'arriver dans l'entreprise. Il était le genre de personne qu'on remarquait à peine, un visage sans grande personnalité, un sourire un peu trop poli, comme celui de quelqu'un qui savait que tout lui était dû. Mais à l'époque, Mark n'y prêta pas attention. Il était trop absorbé par ses propres défis pour se rendre compte que ce jeune homme n'était pas là par hasard. Les gens qui le fréquentaient avaient pourtant une étrange familiarité, un regard complice qu'il n'arrivait pas à cerner. Puis vinrent ces réunions.
Mark se souvint de cette fois où il surprit le PDG chuchotant avec Tom dans un couloir. Ce n'était rien de spectaculaire, rien de plus qu'un simple échange de quelques mots, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé ce jour-là. Le regard du PDG était chargé d'une intention cachée, un sourire en coin qui ne parvint pas à déchiffrer, une forme de connivence qui, à cet instant, lui sembla innocente, presque bienveillante, comme une reconnaissance d'un talent naissant, une forme de mentorat. Mais Mark, fidèle à sa nature, n'avait vu dans tout cela qu'une simple camaraderie professionnelle, quelque chose de normal dans l'univers compétitif dans lequel ils évoluaient. À chaque nouvelle apparition de Tom, il devenait plus visible. Il participait de plus en plus aux discussions importantes, aux réunions stratégiques, et semblait gagner la confiance du PDG à une vitesse étonnante. Mark n'avait aucune raison de douter de la sincérité de son supérieur. Après tout, il avait lui-même appris que le monde des affaires était un terrain mouvant où tout changeait en fonction des opportunités. Cependant, ce moment qui, au départ, semblait anodin, prenait une tournure différente à mesure que Mark y repensait. Un jour, il se souvint avoir surpris une conversation entre deux de ses collègues. « Tu as vu Tom? C'est le neveu du fondateur. Tu sais, le PDG lui donne tout ce qu'il veut. » Ces mots frappèrent Mark comme un coup de tonnerre. Il n'avait pas compris. Tom, ce jeune homme sans véritable parcours, était en réalité l'héritier d'un pouvoir caché, un pouvoir que Mark n'avait pas vu venir. Tom n'avait rien accompli par lui-même. Il n'avait pas montré une once d'initiative, pas pris un seul risque qui aurait mérité une promotion. Mais il était là, tout de même, en première ligne, et tout le monde semblait le traiter comme un prince héritier, prêt à régner sur l'entreprise. Mark se sentait trahi, mais il ne comprenait pas encore l'étendue de la manipulation. Ce n'était pas simplement une question d'être remplacé. C'était une attaque frontale contre tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait. Il se rendit compte, trop tard, qu'il n'était qu'une pièce dans un jeu plus vaste, un jeu de pouvoir qu'il n'avait pas vu se dérouler sous ses yeux. À mesure que les jours passaient, Mark remarqua de plus en plus de signes de cette manipulation subtile. Le PDG l'encourageait de manière presque hypocrite, lui offrant des tâches supplémentaires, comme si ces nouvelles responsabilités étaient un signe de sa confiance et de sa reconnaissance. Mais au fond, Mark sentait que quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression d'être coincé dans un piège qu'il ne parvenait pas à comprendre. En arrière-plan, Tom continuait à se frayer lentement, mais sûrement, un chemin de plus en plus évident vers le sommet. Mark avait été aveuglé par la loyauté, par l'idée que tout était basé sur la compétence et le mérite. Il n'avait pas vu venir ce coup de théâtre, la trahison d'un supérieur qu'il respectait et la montée en flèche d'un héritier sans valeur, mais avec un lien de sang puissant. Mais Mark n'était pas un homme facile à démoraliser. Bien que l'étau se resserrait autour de lui, il savait que les hommes comme lui n'étaient pas faits pour se laisser écraser. Alors, tout en étant submergé par cette vague de désillusion, il commença à préparer sa riposte. Ce qu'il avait fait dans l'ombre, ce qu'il avait cultivé sans jamais en parler à personne, était sa dernière chance. Il savait que la route était semée d'embûches, que les règles du jeu venaient de changer, mais il n'était pas prêt à tout laisser s'effondrer sans tenter quelque chose. Ce qu'il avait appris, ce qu'il avait caché, allait être la clé pour inverser la tendance et reprendre le pouvoir sur cette situation qui semblait lui échapper à chaque instant. Sophie Lemoine, experte reconnue en dynamique d'entreprise et auteure du best-seller Trahison en costard, a consacré une grande partie de sa carrière à étudier les effets dévastateurs du népotisme au sein des entreprises familiales. Selon elle, les conséquences de telles pratiques sont souvent bien plus graves que ce que les dirigeants peuvent imaginer. Les cas de népotisme mal géré provoquent une implosion silencieuse dans 76% des entreprises familiales, explique-t-elle dans une interview exclusive. Ce chiffre est alarmant. Mais pour Sophie, il ne fait que souligner un phénomène qu'elle qualifie de cancer silencieux au sein des structures organisationnelles. Elle poursuit en soulignant que la gestion basée sur des liens familiaux, plutôt que sur le mérite, ne fait qu'étouffer l'innovation et la motivation des talents. Le népotisme dans une entreprise peut commencer innocemment. Un poste donné à un membre de la famille peut sembler inoffensif au départ, mais à mesure que ce membre prend du pouvoir, les conséquences sur l'équilibre de l'entreprise deviennent de plus en plus évidentes. La culture du favoritisme crée une rupture entre les équipes, une division qui, même si elle ne se manifeste pas immédiatement, va se propager lentement. Au début, les talents clés se sentent ignorés, leur potentiel non reconnu. Ensuite, ces talents, qui s'étaient investis corps et âme dans leur travail, commencent à se sentir sous-estimés, ce qui les pousse soit à quitter l'entreprise, soit à perdre leur motivation. Un climat de méfiance s'installe, rendant l'entreprise vulnérable à des erreurs stratégiques.
Selon le moine, l'erreur la plus coûteuse que les dirigeants commettent souvent est de sacrifier des employés talentueux au profit de membres de la famille moins qualifiés. Le licenciement de talents clés sous prétexte de liens familiaux est l'une des erreurs les plus coûteuses dans la gestion moderne, affirme-t-elle. Un tel acte peut non seulement coûter cher en termes de productivité, mais également détruire le capital humain d'une entreprise, un capital qui est, selon elle, l'un des plus précieux dans l'économie moderne. Dans de nombreux cas, ces décisions provoquent une fuite des cerveaux qui ne se manifeste pas toujours de manière immédiate, mais qui finit par fragiliser l'ensemble de l'organisation. Marc Dupont, en étant témoin de ces pratiques déloyales, avait vu son avenir dans l'entreprise s'effondrer progressivement. Ce qu'il ignorait, c'est que les membres du conseil d'administration, ce qui semblait inébranlable, étaient aveugles à la réalité qui se jouait sous leurs yeux. Ils pensaient que la transition vers Tom, le neveu du fondateur, allait être douce et naturelle, que l'arrivée de ce jeune homme apporterait un renouveau dans la stratégie de l'entreprise. Cependant, la vérité était bien différente. L'absence de compétences de Tom, couplée à la décision de marginaliser des talents comme Marc, allait se transformer en un piège fatal. Le moine insiste également sur un autre point essentiel. Les personnes qui gèrent mal le népotisme n'ont souvent aucune idée de l'ampleur des répercussions sur leur organisation jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Marc, quant à lui, avait déjà vu les signes avant-coureurs. Il se souvenait de ces réunions où il avait été exclu des discussions cruciales, des projets qu'on lui avait enlevés sans explication. C'était à ces moments-là qu'il avait compris qu'il n'était plus qu'une pièce jetable dans un jeu d'échecs dirigé par des dynasties familiales. Mais ce que personne au conseil d'administration ne savait, c'était que Marc détenait une carte maîtresse. Un atout, une information capitale qu'il avait discrètement protégée et qui pouvait non seulement remettre en question l'ascension de Tom, mais aussi démanteler l'empire familial qu'ils avaient mis tant de temps à construire. Marc n'avait pas seulement la capacité de mettre à nu l'incompétence du nouveau directeur. Il avait un atout stratégique qui pouvait faire imploser l'entreprise de l'intérieur. Ce qu'il savait, ce qu'il avait compris à travers des années d'observation minutieuse et de travail acharné, était que les innovations qu'il avait développées en toute discrétion n'étaient pas protégées par l'entreprise. Au contraire, elles avaient été adoptées sans reconnaissance ni crédit. Ses idées, ses concepts révolutionnaires, étaient désormais sous son nom, protégés par des brevets et des droits d'auteur. Marc avait compris qu'il pouvait réécrire l'histoire de cette entreprise, en dévoilant au monde entier la vérité sur les projets qu'il prétendait être leurs, mais qu'il avait, en réalité, initiés. Et, contrairement à ce que beaucoup pensaient, il n'avait pas l'intention de partir en silence. Il était déterminé à faire connaître au monde entier la vérité. Cela allait bouleverser non seulement l'entreprise, mais l'ensemble du secteur. Un tel scandale pourrait anéantir les relations commerciales, détruire la réputation de la société et faire perdre des millions de dollars en contrats. Mais Marc, désormais conscient de la puissance de ce qu'il détenait, ne voyait pas cela comme une simple revanche. C'était une occasion pour lui de reprendre le contrôle de son destin, de prendre les rênes d'une nouvelle entreprise qui ne reposerait pas sur des liens de sang, mais sur le talent, l'innovation et l'intégrité. Ce qui semblait être une défaite cuisante devenait, sous ses yeux, une opportunité de renverser la table, de prendre le pouvoir et de restaurer une forme de justice dans ce monde d'affaires. Le vrai combat venait de commencer. Mais que détenait exactement Marc? C'est une question qui hante les coulisses de cette histoire. À première vue, il semblait être un simple employé, un cadre parmi tant d'autres, impliqué dans les rouages de l'entreprise. Mais en réalité, Marc portait en lui une arme redoutable qu'il avait soigneusement dissimulée aux yeux de tous. Les dirigeants de l'entreprise, et surtout le PDG, pensaient avoir tout sous contrôle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Marc, en plus d'être un brillant travailleur, avait une vision et une stratégie bien plus vastes que ce que l'entreprise pouvait imaginer. Pendant des années, Marc avait mis en place des projets confidentiels, des initiatives stratégiques, des idées révolutionnaires qu'il avait développées dans les coulisses. Chaque nuit, il rentrait chez lui après des journées interminables, mais au lieu de se reposer, il travaillait encore, peaufinant ses plans, affinant ses concepts. Loin des yeux de tous, il avait conçu des solutions, des produits, des stratégies qui pouvaient non seulement propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets, mais aussi en changer radicalement la direction. Ce qui semblait être de simples tâches administratives ou des projets secondaires s'est révélé être une mine d'or d'innovation destinée à transformer l'avenir de l'entreprise. Marc avait, en effet, compris tôt que dans ce monde des affaires, les idées ne valent rien si elles ne sont pas protégées. C'était une leçon qu'il avait apprise de façon amère, après avoir vu plusieurs collègues se faire voler des projets par des supérieurs hiérarchiques sans scrupules. Ainsi, au fil des années, il avait pris soin de protéger chaque idée importante, chaque innovation qu'il avait créée.
Il avait déposé des brevets à son nom, rédigé des contrats de confidentialité, et s'était assuré que tout ce qu'il développait restait sous son contrôle personnel. Ce qui aurait dû être l'avenir de l'entreprise n'était, en réalité, qu'une simple prolongation du pouvoir qu'il détenait, et Mark était bien décidé à le reprendre. Rappelez-vous de ces longues nuits où Mark travaillait en solitaire, son esprit tourné vers l'avenir. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance immédiate. Ce n'était pas l'admiration qui l'intéressait, mais l'accomplissement personnel et la satisfaction de savoir que ses idées avaient un véritable potentiel. À l'époque, il ne se doutait pas que cette discrétion, cette volonté de ne jamais se mettre en avant, allait devenir son atout majeur. Mais c'était aussi cette même discrétion qui avait permis à Mark de garder un coup d'avance sur ses collègues, sur ses supérieurs et même sur le PDG lui-même. En gardant ses idées sous son nom et en les protégeant de manière stratégique, il avait créé une forteresse d'intellect et de pouvoir qui, un jour, finirait par faire vaciller les fondations de l'entreprise. La clé de son succès résidait dans sa capacité à garder le contrôle tout en évoluant dans l'ombre. Chaque projet qu'il avait lancé, chaque développement qu'il avait initié, était une pièce d'un puzzle complexe qu'il avait soigneusement rassemblé au fil des années. Ce n'était pas une simple question de survie professionnelle ou de reconnaissance personnelle. Mark avait compris que la véritable puissance résidait dans l'anticipation des événements, dans la création de quelque chose qui ne pourrait être ignoré ou volé sans conséquences dramatiques. Il ne voulait pas juste prouver sa valeur. Il voulait redéfinir les règles du jeu. Les autres ne savaient pas que Mark avait sa propre stratégie secrète, qu'il était capable de manipuler les événements à son avantage sans jamais se laisser découvrir. Mais que détenait-il exactement? Comment un simple employé, que l'on considérait comme une pièce interchangeable, pouvait-il espérer riposter contre une dynastie familiale toute puissante, contre un PDG dont le pouvoir semblait incontesté? Ce qui était fascinant dans cette histoire, c'est que Mark avait anticipé ce moment de crise avant même qu'il n'arrive. Et il avait fait en sorte que, au moment où tout allait s'effondrer, il serait le seul à pouvoir en sortir indemne. Il se souvenait des longues discussions avec ses collègues, de ces moments où il avait écouté leurs idées sans jamais trop en dire. Mark savait que l'information était le plus grand pouvoir, et chaque information qu'il avait recueillie était comme un maillon supplémentaire dans la chaîne qui allait finalement le mener vers sa revanche. C'était une forme de prévoyance d'une précision presque militaire. Rien n'était laissé au hasard. Il savait, par exemple, que certaines des idées qu'il avait développées en interne étaient déjà sur le point de devenir des tendances sur le marché. Et si quelqu'un d'autre, un membre de la famille du PDG ou un collaborateur influent, venait à voler ces idées, il serait prêt à les exposer pour révéler la vérité au grand jour. Mais comment Mark allait-il riposter? La réponse résidait dans cette carte maîtresse qu'il avait soigneusement cachée, la détention de l'avenir de l'entreprise sous son propre nom. Ce qu'il détenait n'était pas seulement une idée, mais le pouvoir de transformer une entreprise, de renverser un empire. Son plan était d'utiliser cette carte de manière stratégique. Au moment où l'entreprise allait se retrouver à un tournant décisif, où tous les regards seraient tournés vers Tom, le neveu du fondateur, Mark ferait sauter la bombe. Et c'est là que la curiosité du public, des collègues, du conseil d'administration allait atteindre son paroxysme. Que détenait-il exactement? Quelles étaient ses idées secrètes qui pourraient tout changer? Mark savait qu'il devait jouer finement. Si tout était dévoilé au mauvais moment, les conséquences seraient immenses. Il attendait le moment idéal, celui où son mouvement aurait le plus grand impact. Il savait que lorsque la vérité éclaterait, elle résonnerait bien plus fort que tout ce que l'on avait cru possible. Quelques semaines après ce déjeuner qui avait marqué un tournant décisif dans la carrière de Mark, un événement inattendu secoua l'entreprise et propulsa sa destinée sous les projecteurs. La société, qui célébrait l'arrivée de Tom comme nouveau directeur, croyait avoir enfin stabilisé son futur avec l'arrivée du neveu du fondateur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Mark, ce simple employé, avait observé l'ascension de Tom avec calme, tout en préparant sa riposte. Il ne voulait pas seulement reconquérir son destin, il voulait réécrire les règles du jeu. Ce qu'il avait planifié allait faire exploser leur monde. Ce jour-là, lors de la conférence de presse annuelle, un événement normalement sobre, un message viral surgit sur les téléphones des employés. Un lien vers une conférence de presse en direct. Mark, ayant quitté son poste pour fonder une start-up concurrente, était désormais l'homme du moment. Sous les projecteurs, il dévoilait au monde entier la véritable origine des innovations de l'entreprise. Chaque idée qu'ils avaient clamée comme étant la leur avait été, en réalité, imaginée et développée par Mark dans l'ombre. Il présentait des preuves irréfutables, détruisant ainsi l'image parfaite que l'entreprise avait soigneusement construite. Le résultat fut immédiat et dévastateur. Le scandale médiatique fut massif. Des clients fidèles se désengagèrent, des contrats furent suspendus et des investisseurs se retirèrent précipitamment.
Le PDG et son équipe se retrouvèrent pris au piège de leurs mensonges. Mais Mark savait que ce n'était que le début. Dans les semaines suivantes, des démissions massives secouèrent l'entreprise. L'image de l'entreprise, autrefois solide, se fissurait rapidement. Les actions chutaient et les spéculations sur l'avenir de la société devenaient de plus en plus inquiétantes. Mark, satisfait de cette première étape, savait que la vengeance ne se limitait pas aux pertes financières, mais à la destruction totale du système qu'ils avaient construit. Ce qu'il avait prévu ensuite allait aller bien au-delà de leur réputation. Mark savait qu'il ne suffisait pas de démontrer la vérité, il fallait aussi la propager d'une manière qui laisserait une marque indélébile. Il voulait que l'industrie se rende compte qu'une fois la confiance brisée, il était impossible de la réparer. Derrière son calme implacable, Mark avait déjà préparé un autre coup de maître. Sa start-up, fondée avec des fonds secrets, allait lancer une innovation bien plus grande et ambitieuse. Ce n'était pas seulement une innovation technologique, mais psychologique. Mark savait qu'il devait frapper là où cela ferait le plus mal, dans la perception de l'entreprise. Quelques semaines après cette première révélation, Mark préparait un coup final. Il allait non seulement éradiquer ce qui restait de l'empire de son ancien employeur, mais il allait ouvrir la voie à une nouvelle ère de leadership. Ce qui allait suivre ne serait pas seulement une revanche, mais un véritable cataclysme. Et personne ne serait prêt pour ce qui allait arriver.